Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. On commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'actualité des PME dans nos territoires. À Marseille, la marque de jeans Caporal se reconstruit. Il y a un an, la marque a bien failli disparaître. Ses repreneurs à la barre du tribunal ont renégocié la dette, chassé les dépenses et relancé la toile denim à la base de jeans. Un plan d'économie avec la fermeture de 25 magasins sur 113 et l'allègement de 40% des effectifs, ils sont 250 aujourd'hui, permettent à Caporal de sortir du rouge et envisager un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros cette année. La nature a horreur du vide, la ruralité aussi. C'est ainsi que l'on observe le développement de commerces ambulants. La Fédération française des marchés de France défend 145 000 commerçants dits non sédentaires. Mais on ne sait pas combien de boutiques ambulantes circulent dans nos campagnes. Autre forme de service, les coiffeurs mobiles pour hommes, comme l'a fait l'enseigne Barber Truck en Charente-Maritime ou encore dans le Gard. Enfin, les camions restant en bar ont aussi le vent en poupe. Ils s'installent de plus en plus dans les territoires ruraux où ils apportent services et animation. Ces nouvelles solutions ne font que se développer. La marque Yamaha change d'activité dans son usine française de Saint-Quentin dans les Hauts-de-France. Elle fabriquait des scooters. Elle va désormais se lancer dans les vélos électriques. Déjà 45 000 moteurs électriques pour vélos seront produits cette année et 100 000 en année pleine. À terme, l'atelier peut aller jusqu'à 300 000 moteurs. La liaison TGV entre Montpellier et Béziers est sur la bonne voie. Un projet lancé en 1989 par Jean Castex. L'appel d'offres va être lancé l'année prochaine pour un montant d'1,5 milliard d'euros. De nombreuses PME de la région Occitanie auront la possibilité de participer à ce chantier gigantesque. La Marina Olympique de Marseille a été récemment inaugurée il y a quelques jours. Le budget initial était de 20 millions d'euros. Il aura coûté au final 49 millions d'euros. La faute à l'inflation, mais surtout, comme le souligne le journal Les Échos, aux ambitions de l'héritage plus vert, plus juste, revu par la municipalité de gauche au prix d'âpres négociations avec la société de livraison des ouvrages olympiques. 25 ans de partenariat, c'est assez rare pour ne pas en parler. Ce partenariat entre le port de Dunkerque et la filière banane des Antilles a été célébré cette semaine dans la bananerie du François en Martinique. Il faut rappeler que chaque année, 5000 tonnes de bananes sont déchargées au port de Dunkerque. Reportage de Via TV avec pour commencer Emmanuelle Verger, présidente du conseil de surveillance du port de Dunkerque. C'est un bilan extrêmement positif pour Dunkerque, je pense pour la Martinique aussi, 25 ans de partenariat. On voit bien que forcément ça veut dire que c'est un partenariat très solide, basé sur des partenaires qui ont envie de continuer à travailler ensemble. Quand on veut qu'un partenariat dure 25 ans, ça veut dire que chacun des deux partenaires doit écouter les besoins de l'autre. Donc oui, on a fait quelques adaptations à Dunkerque pour que les premières transformations à l'arrivée de la banane sur le territoire de la métropole puissent être faites facilement avant d'être envoyées dans les mûrisseries auprès du besoin des producteurs. Ça fait 100 ans, on peut dire, que la banane existe. Et elle a essayé plusieurs ports, on ne va pas les citer, mais finalement on s'est arrêté au port de Dunkerque grâce à la fiabilité, on peut dire. Fiabilité du port, fiabilité des dockers, de la manutention, fiabilité de Dunfresh, et fiabilité de la CMA-CGM qui nous transporte le banane. C'est un partenariat gagnant-gagnant, hein. On est tous gagnants là-dedans, le port, les dockers, nous. Et on a une garantie de débarquement de notre banane, quoi qu'il arrive. Donc c'est extrêmement important. C'est un produit extrêmement périssable, donc c'est extrêmement important. Des élus et des commerçants de La Rochelle ont fait le déplacement jusqu'au centre-ville de Limoges pour découvrir le principe de la navette électrique avec 200 à 250 voyageurs par jour et un pic à plus de 400 le samedi. La petite navette bleue a trouvé sa place. Un reportage de cette à Limoges. Avec 200 à 250 voyageurs par jour et une pointe à plus de 400 le samedi, le réseau des navettes électriques du centre-ville a pris sa part du transport de voyageurs.
Ça ne sera jamais une solution principale. Vous avez vu le gabarit effectivement du véhicule, ce n'est pas ce qu'on peut appeler du transport de masse. Mais en revanche, nous sommes toujours à la recherche du complément pour travailler ce qu'on appelle le dernier kilomètre, ou en tout cas la desserte de toute fin de parcours, de toute fin de voyage. À tel point que La Rochelle, qui cherche une solution de transport public dans son hyper centre-ville, a envoyé une délégation pour voir comment ça marche. La Rochelle a une réputation d'avoir travaillé sur ces sujets depuis longtemps, du bus, du vélo, de la marche, mais effectivement nous manquons d'une solution en fait alternative à la voiture en cœur de ville et qui s'adresse à toute personne qui a sa mobilité un peu contrariée, les aînés, les seniors, les personnes en situation de handicap, les papas ou mamans avec une poussette un peu chargée. Les derniers mètres entre véhicules personnels et commerces sont cruciaux. Ça, il faut oublier le parking souterrain individuel pour tout le monde, non, ça n'existe pas. C'est très intéressant de mailler entre tout ce qui est les parkings extérieurs, le transport existant et puis arriver à rentrer dans le centre-ville et voir se retrouver plus proche des commerces. Limoges les a expérimentés depuis un moment. On va rendre visite également à la ville de Niort la semaine prochaine qui utilise je crois les mêmes véhicules. Et puis en ce sujet comme en tant d'autres, en fait c'est toujours intéressant d'échanger entre collectivités pour pas éventuellement commettre certaines erreurs qui ont pu être faites. On a beaucoup parlé ensemble de la manière dont nous devrions être vigilants sur la conception de notre trajet, ni trop court, ni trop long, et puis de comparer également un certain nombre d'autres solutions. À la rentrée de septembre, de nouveaux véhicules avec rampe d'accès PMR entreront en service. Allez, nous partons dans le Gard, à Aigues-Vives précisément, pour découvrir le dernier fabricant de la mythique botte camarguaise dans ce reportage d'Antoine Guillet de Via Occitanie. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Aigues-Vives dans le Gard pour découvrir la botte Gardiane. C'est un fabricant de chaussures en cuir historique de la région. Alors comme son nom l'indique, il fabrique des bottes à destination des gardians, les éleveurs de taureaux camarguais. Mais aujourd'hui l'entreprise a bien changé et pour vous en rendre compte, on va aller tout de suite dans la boutique pour rencontrer Antoine Agulon, il est le gérant. La botte Gardiane, à l'origine, c'était un petit fabricant qui faisait la botte camarguaise, à l'époque où c'était vraiment à la mode dans les années 70-80, et qui petit à petit s'est diversifié. Donc aujourd'hui, on a vraiment étendu la gamme. Les bottes camarguaises, c'est même pas 10% de notre chiffre d'affaires. On fait surtout des chaussures pour la ville, des chaussures mode, on va dire, urbaines, et pas mal de sandales et un petit peu de maroquinerie. Voilà, on touche un peu à tout. Du moment qu'on fait des jolies choses avec des jolis cuirs, ça nous intéresse. Donc voici un exemple de bottine qu'on fait aujourd'hui, vraiment modèle habillé pour hommes, avec une fermeture éclair. Voilà, ça existe aussi en plus en femme. Et voilà, ça c'est inspiré par la botte camarguaise qui est nos traditions, nos origines, mais en même temps ça fait un modèle mode urbain, confortable. Voilà. La spécificité de la botte Gardiane, c'est que tout est fabriqué ici dans l'atelier à Aigues-Vives. C'est l'un des seuls fabricants de chaussures français à tout faire de A à Z. Et qui de mieux pour nous en parler que Marie, elle est piqueuse, un métier en voie de disparition. C'est pas donné à tout le monde de piquer surtout des courbes comme ça par exemple. C'est une étape qui est quand même importante et qui n'est pas facilement réalisable. Donc votre métier, si je comprends bien, il y a peu de personnes qui le font en France peut-être, non? Il y a peu de personnes, mais on espère qu'il y en a de plus en plus, on va dire. Parce que c'est quand même un métier qui se perd et le Made in France, c'est quelque chose, pour moi, d'incroyable. Il faudrait que ça continue. Aussi, j'imagine, pour savoir que tellement ces chaussures qui sont faites ici par vos mains dans cet atelier sont vendues aux États-Unis, à Paris, sur la continent. Ah oui, c'est une vraie fierté de savoir que le monde entier porte nos petites créations. C'est super.
aujourd'hui, la botte gardienne connaît un succès international, mais tout n'a pas toujours été tout rose. La marque a été créée en 1958, puis l'entreprise a déposé le bilan en 1995. C'est à ce moment-là qu'elle a été reprise par Michel Agulon, qui a ensuite transmis la boîte à ses enfants. Et aujourd'hui, c'est une affaire familiale. Le printemps des rillettes s'est ouvert avec son traditionnel concours de recettes, ouvert aux particuliers et aux professionnels. Chacun vient présenter sa création, à base de rillettes évidemment. C'est ensuite un jury qui goûte les plats et les notes pour établir le top 3 des meilleures recettes aux rillettes. En Sarthe, presque tous mariés avec ce fameux pot. Enzo Maubert de LMTV. Un hamburger aux rillettes, une paella aux rillettes, voire même un tiramisu aux rillettes. Ici, c'est un peu le festin des rois à la sartoise. Il a mis des rillettes avec la sauce. Ouais. Sur la table, une vingtaine de plats, tous à base du précieux ingrédient, au moins 20%, c'est le règlement. Ça peut être plat, chaud, froid, ça peut être des trompe-l'œil, des desserts, suivant l'imagination de chacun. Voilà. Ensuite, au jury de faire le travail, et mieux vaut avoir l'estomac vide avant de commencer. Faut avoir déjà un bon palais et puis c'est vrai que c'est gourmand, faut bien manger quoi. Ils ont maintenant 2 heures devant eux pour élire dans chaque catégorie le meilleur plat aux rillettes, avec toute l'exigence d'un concours gastronomique. Là c'est hors sujet ça. Dommage. Déjà on note l'aspect. Donc l'aspect déjà on a envie d'acheter quand on voit un beau produit. Après c'est la texture et le goût. C'est le goût qui remporte. Il faut avoir un bon mélange, bien cuisiné, bien épicé, pas trop. Une dégustation qui se fait à huis clos. Mais pendant ce temps-là, derrière la vitre, certains n'en perdent pas une miette et tentent de se rassurer comme ils peuvent. Quand on reste et qu'on les regarde, oui, c'est très stressant. Est-ce que vous avez perçu quelques petites choses ? On voit que on sait plus à la fin en fait. Au départ, on se dit c'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien. Quand ils goûtent aux autres, on se dit c'est peut-être c'est le nôtre ou c'est plus le nôtre. Le choix est compliqué. Une preuve que l'originalité peut triompher. La paella sartoise se verra décerner le premier prix de la catégorie particulier. Merci de votre fidélité au Business Club de France des entrepreneurs, une émission que vous pouvez retrouver en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Merci également aux radios qui diffusent ce programme. On se retrouve la semaine prochaine.